Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Stéphane H.E. Christophe Dargère. Le pari de cet ouvrage est d'articuler à la fois des témoignages directs de personnes ayant vécu, ou vivant toujours aujourd'hui des situations stigmatisantes, et des analyses de ce processus et parfois de cette institutionnalisation du stigmate. Ce concept mobilisé est mis en valeur par Erving Goffman à propos de la condition sociale des malades mentaux, soulignait déjà ces trois facettes, 1968. D'autres chercheurs ou journalistes l'ont précisé et mobilisé à travers des reportages, des documentaires, des comptes rendus, des articles ou des livres plus ou moins fidèles à la réalité, plus ou moins spectaculaires. Citons par exemple Paroles de détenus de J.P. Guénaud, 2000, ou bien plus récemment Dialogue avec moi-même. Un schizophrène témoigne de Pétonka 2013. Ils mettent sous les feux de la rampe médiatique et publique la variété de l'expression des personnes stigmatisées, mais aussi des situations stigmatisantes. La réalité appréhendée par les scientifiques n'est jamais son reflet brut. Elle est médiatisée par un protocole et un questionnement théorique qui outillent cette réalité. En ce sens, même la parole recueillie par entretien direct n'est pas donnée telle qu'elle. Elle dépend des conditions de recueil, des positions socioculturelles des enquêtés ES, des expériences vécues et relatées précédemment, mais aussi des contextes locaux ou géopolitiques. Ainsi, toutes les expériences n'intéressent pas et ne mobilisent pas de la même façon suivant les époques, suivant les périodes de vie, les contextes politiques et économiques. Surtout, une enquête rassemble, compile, met en récit et au sens cinématographique, monte les discours, les observations, les expériences, etc., ce que Bruno Latour nomme justement les obtenus et non les données d'enquête, 2001-49. Ici, par exemple, des données récoltées entr'ouvrent la vie à l'intérieur de l'espace-temps clos de la prison ou celui de l'hôpital psychiatrique en France. Elles précisent également les dessous des évaluations scolaires. L'enregistrement sous toutes ses formes, manuscrites, audio-vidéo, etc., des vies particulières, parfois marginales, peut devenir le support d'une réflexion concernant par exemple ces phénomènes de souffrance, de pauvreté ou de détention, mais aussi de migration, d'exil, etc. Le Wérou 2008. Ces actions et ces paroles retranscrites expriment les répercussions sociales et intimes des conditions et des situations de vie sur les personnes elles-mêmes, et par ricochet sur les lecteurs, les auditeurs, les spectateurs. Que ce soit par le passé ou actuellement, les risques d'ethnocentrisme, de paternalisme ou d'impérialisme sont importants dans ce type de démarche. Les relations entre l'enquêteur et le ou les enquêtés participent de considérations plus générales. Suivant le contexte, la zone géographique, les caractéristiques réelles ou supposées de l'enquêteur interfèrent dans la relation nouée pour les raisons de l'enquête. Il n'est par exemple pas anodin que l'enquêteur rassemble des caractéristiques telles l'occidentalité, un âge moyen, un statut marital commun, marié, ou bien qu'il se revendique athée. Ces caractéristiques marquent et se distinguent plus ou moins des contours de la normalité, que l'enquêteur s'en défende ou pas. À partir de là, les précautions méthodologiques des approches des vies des autres, outsiders, exigent une attention empreinte de respect, si ce n'est d'empathie, Sana 2010. Le contact plus ou moins prolongé et cette proximité avec les personnes concernées ne vont pas sans poser de problème en termes de distance au terrain, Olivier de Sardan 2008, Andrieux 2011. D'une part, l'accès aux populations peut poser problème dans la mesure où le stigmate exclut parfois radicalement de la sphère publique par exemple. D'autre part, l'accès, l'accueil et l'entretien avec ces personnes peuvent être compliqués à raison même de l'expression orale ou écrite, difficile ou inhabituelle. En outre, les témoins ne sont pas neutres, ils doivent en quelque sorte être prêts à trahir leurs conditions. Avoir le projet de rendre public ces témoignages complique encore la démarche. D'ailleurs, après acceptation du principe de l'entretien et sa réalisation, certains témoins se sont finalement retirés du projet in extremis. Déclarer son homosexualité et surtout sa séropositivité au HIV par exemple n'est toujours pas aisé en France. Alors même que les thérapeutiques ont considérablement amélioré l'espérance de vie et la qualité de la vie avec ce syndrome, l'invisibilité est parfois de mise, et préférée à une transparence jugée dangereuse d'un point de vue social ou professionnel, si ce n'est amical ou familial. Est-ce là l'indice d'une peur des représailles ?
Celui d'une frustration de ne pas avoir reçu autant qu'ils avaient donné en verbalisant leur vie intime. Reste toujours la possibilité de proposer et de maintenir l'anonymat qui devient alors une parade à ces expressions dissimulées de soi. Expression paradoxale de soi puisqu'elle reste et demeure dissimulée. Rendre public sa vie, ses expériences, ses émotions, ses souffrances engage davantage les témoins que les analystes, a fortiori que les coordinateurs d'un tel ouvrage. Les positions des uns ne recouvrent pas celles des autres. Car lorsque le stigmate est visible ou rendu visible, il intervient de facto dans les relations humaines et sociales, parfois à corps défendant. Il perturbe les interactions, dégradant les possibilités même de l'échange. Lorsqu'il n'est pas autant visible, le contrôle des informations sur soi devient le modus operandi de la vie des personnes potentiellement stigmatisables. Pirouet 1977, 40. Certains malades chroniques comme les personnes vivant avec le HIV par exemple, activent puissamment cet autocontrôle suivant différents paramètres sociologiques somme toute classiques. L'âge, le sexe, l'ancienneté dans la maladie, les revenus disponibles, les compétences acquises, culturelles, sanitaires par exemple, et l'activation de réseaux familiaux, amicaux, professionnels. Tous ces éléments peuvent amortir considérablement l'impact du stigmate ou au contraire le renforcer, Ferré, Thomas, 2012. Les contextes eux-mêmes modèrent les impacts de la désignation, suivant l'ouverture à la différence corporelle, culturelle, linguistique, etc. Les situations sont davantage accueillantes, open-friendly que d'autres. Ce livre a constitué depuis ses prémices un espace ouvert, bienveillant pour ces populations stigmatisées, sans non plus verser dans une adhésion non critique aux propos tenus, aux actions relatées, aux souffrances et enthousiasmes exprimés. Le stigmate constitue une expérience plurielle où les paradoxes voire les ambivalences sont légion. Attrait versus répulsion, activité versus sédentarité, colère versus résignation, exposition versus dissimulation de soi et ou de son stigmate, expression versus silence, etc. À l'instar de toute démarche scientifique, ce livre a rencontré des fins de non-recevoir. Les non-réponses à nos demandes insistantes et répétées révèlent à la fois les difficultés mêmes de l'entreprise engagée, mais aussi les enjeux sous-jacents à ces exclusions sociales, sportives, économiques du point de vue des personnes visées par ce phénomène particulier. Car l'étiquette imposée, surtout lorsqu'elle est négative, réduit probablement les possibilités de s'exprimer et la volonté même de le faire. Bevé, Toussaint 2013, 42. Ici, sont présentées des expériences en première personne. Ces personnes qu'il ne faut pas réduire à des victimes, ont été invitées à partager leurs expériences et surtout la manière dont elles les expriment et vivent a posteriori. Car l'étiquette stigmatisante colle à leur vie sans qu'il soit possible ni même souhaitable de les réduire ou les subsumer à une telle infamie sociale. L'imposition de statut et l'assignation à tel ou tel rôle interviennent en même temps que leur intériorisation. Nous avons voulu le plus possible que ces stigmatisés expriment avec leurs mots ces situations pesantes, avec lesquelles ils ont dû vivre et continuent de vivre. Nous avons également voulu souligner, à travers ces vies particulières, que cette catégorie stigmatique ne doit pas être figée. Les premières utilisations religieuses du mot et le fait d'évoquer le stigmate sous forme d'étiquetage réduisent sensiblement la compréhension de ce qui se construit dans le cadre de relations humaines, toujours mouvantes, toujours renégociées. Bien sûr, aujourd'hui encore des institutions et plus largement des acteurs stigmatisent et figent en quelque sorte l'infamie corporelle, sociale ou économique. Notre souhait ici est de montrer que sans toujours renverser le stigmate, ces témoins directs ont adopté des manières de vivre avec lui. En ce sens, leurs vécus partagés permettent d'envisager l'avenir sous de meilleurs auspices. Car le partage est aussi ce qui manque parfois cruellement aux personnes stigmatisées. Il s'agit alors de dépasser l'étiquette clivante, de l'effacer, de la décoller en quelque sorte pour tisser à nouveau le lien social rompu. Il s'agit surtout de restaurer les possibilités mêmes de symbolisation et d'individualisation, ces ressorts de l'humanité contemporaine. Comme dans le cadre des variations sur la peau, notre souci a été de diversifier au maximum les expériences relatées ici. Les pistes étaient nombreuses, et au final, les témoignages recueillis ne sont pas aussi larges que nous l'aurions souhaité exempts. Là aussi, les résistances sont fortes, y compris de la part des stigmatisés eux-mêmes, qui parfois ont fortement intériorisé leurs stigmates au point de ne pouvoir ni ne vouloir verbaliser autour de cette question.
là encore les limites de l'échantillonnage de proche en proche sont patentes. Les cercles mobilisables demeurent restreints et circonscrits au réseau des coordinateurs de l'ouvrage. Il n'en demeure que cette collection de témoignages et d'analyses précise les arcanes de la stigmatisation aujourd'hui. Stigmatiser ou être stigmatisé ne peut plus désormais recouvrir le même visage qu'il y a peu encore. En effet, un arsenal juridique contraint fortement les entorses à la liberté d'agir, de penser, d'aimer, de s'exprimer si ce n'est d'entreprendre. Des lois existent désormais pénalisant les situations discriminatoires, a fortiori les situations stigmatisantes. La vexation, l'humiliation ou l'exclusion d'autrui est ainsi devenue risquée au moins à titre pénal. Pour autant, malgré ce cadrage normatif formel, les plaintes ne sont pas si nombreuses. Pire, une régularité juridique se renforce progressivement. Les plaintes pour discrimination multiple par exemple obtiennent moins facilement gain de cause que celles qui contestent à partir d'un seul critère, Mercabrin 2013. Comme si témoigner d'une injustice, voire d'une situation stigmatisante et d'une seule était juridiquement davantage profitable, alors même que la plupart des enquêtes soulignent le caractère cumulatif esperluette des discriminations, des stigmatisations et finalement des exclusions, Darger 2012 et A 2010. En dehors des événements qui peuvent défrayer la chronique médiatique, les expériences stigmatisantes demeurent sous le boisseau dans la mesure où la maltraitance sous toutes ses formes prend logiquement des contours dissimulés, plus subtils. Le caractère disciple ou non de la stigmatisation reste problématique suivant les contextes, les expériences passées aussi. La visibilité même du stigmate intervient. Il n'est pas équivalent socialement d'être atteint d'une infirmité voyante plutôt que discrète, d'un passé visiblement marquant plutôt que d'expériences dissimulables aisément, etc. Mais surtout, la possibilité même d'exprimer ces vécus stigmatisants n'est pas si courante. Existent des numéros verts à la disposition parfois de telle ou telle population. Existent des associations généralistes ou spécifiques pour défendre les intérêts et faire entendre les voix des personnes. Pour autant, les stigmatisés souffrent largement de clôture sociale, si ce n'est d'isolement social. Se combinent à leurs dépens à la fois des catégories administratives et des jugements à l'emporte-pièce des personnes en contact avec eux. L'intériorisation pernicieuse de ces jugements réprobateurs par les personnes stigmatisées elles-mêmes complique singulièrement l'accès à ces expériences humaines. Dans cet opus, vous découvrirez à travers de rapides portraits la complexité de la vie humaine soumise à la stigmatisation, qu'elle soit institutionnalisée ou qu'elle s'inscrive dans les rencontres ordinaires. L'expression de soi par écrit n'est pas une habitude aussi largement partagée, y compris dans les pays où les taux d'alphabétisation sont élevés comme en France. Reste que la dynamique associative notamment dans le cadre des associations, des ONG et l'accès aux réseaux sociaux internétiques offrent la possibilité désormais de l'expression, scripturale mais aussi verbale, à moindre coût et pour une diffusion maximale. Ces formes contemporaines d'expression bouleversent les rapports sociaux et politiques les plus figés. Les révolutions arabes d'une manière spectaculaire ou dans un autre champ, les réseaux de malades chroniques par exemple permettent à des populations souvent mises à l'écart et aux estimes de soi altérées d'exprimer leurs ressentis, de partager des expériences plus ou moins positives, de restreindre voire de renverser les pouvoirs en place. Ce livre offre une possibilité supplémentaire de partage concernant des situations individuelles et collectives délicates. Il permet de rappeler la vulnérabilité humaine fondamentale, qui au gré des circonstances s'impose à telle ou telle personne. Cette fragilité et la possibilité même de réfléchir à ces parcours doivent permettre de regarder l'autre avec moins d'arrogance. Elles doivent permettre d'engager des luttes pour limiter drastiquement ces traitements différenciés, injustes et parfois iniques. 3 parties organisent l'ouvrage. Des témoignages recueillis par nos soins auprès des personnes concernées par cette question, puis le poids des institutions dans le processus de stigmatisation est présenté et enfin les formes de vulnérabilisation induites par le processus même de stigmatisation. Avertissement. Considérant qu'il n'est pas une voie plus légitime qu'une autre pour aborder le thème de la stigmatisation, désireux de laisser la parole des personnes concernées la plus intacte possible afin qu'elle colle au mieux à la réalité sociale, donc intime, nous avons fait le choix de présenter les témoignages qui suivent sans les retoucher fondamentalement dans leur style.
Des aménagements ont toutefois été nécessaires pour rendre lisibles certains textes, qui étaient peu construits. Cette forme relativement brute permet de faire ressortir la diversité des sensibilités et des opinions, tout en montrant les disparités, des manières de dire. Certains témoignages peuvent ainsi heurter la bienséance académique, mais nous affichons la volonté manifeste de porter toutes les voix recueillies sans procéder à trop d'arrangements susceptibles de les écorner, de les lisser, ou de les aseptiser. Partie 1. Les marques durables du stigmate. Stigmate et handicap, quand des lieux de passage marquent. Anis Chabert. Vivre dans les temps modernes, c'est payer le prix de l'absence d'enveloppe. Bull, Peter Sloterdijk, 2002-1998, 26-27. J'ai eu du mal à trouver quelle forme pouvait prendre ce travail. 2 raisons principales étaient la source de mes réticences rédactionnelles. On me demandait de me placer en tant que personne handicapée, victime du stigmate qui plus est, moi qui ai toujours opposé une farouche résistance à l'égard de ce statut. Je tenais à être avant tout une chercheuse, une doctorante en philosophie qui s'intéressait au thème du handicap, et dont le travail se nourrissait de l'expérience sans qu'elle en constitue le point central pour autant, loin s'en faut. J'ai finalement décidé d'abandonner, au moins le temps de cet article, ces bribes d'orgueil qui n'avaient jamais eu que vocation de me protéger sur le plan académique aussi bien qu'humain, puisqu'il n'était pas question à travers eux de me réduire à une situation plaintive, et par là même de conférer à mon travail de thèse une moindre qualité, un statut quelque peu opportuniste et de rabais. J'ai donc réuni en moi tout ce qui pouvait être utile à l'élaboration d'un tel texte en première personne, en convoquant toutes mes capacités parmi lesquelles celles de chercheuse qui n'avaient plus l'hégémonie ici cette fois. J'ai fait mes choix d'écriture. Et je suis partie toute légère sur la route de l'écriture, avec pour tout bagage mes compétences et expériences propres. Et surtout en espérant que peu importe la méthode, peu importe le chemin, j'aurai fait naître à la fin de cette route commune avec le lecteur qui aura eu la persévérance de me suivre, une étincelle de questionnement supplémentaire qui engage à modifier notre perspective sur les choses, sur les relations qu'elles entretiennent. 3 mises en garde avant le départ. Comme un bon guide recommande à ses hôtes de voyage de se munir avant de partir d'objets divers et de prendre des précautions contre la chaleur ou le froid du voyage par exemple. Je n'ai en tout premier lieu pas la prétention illusoire de répondre à des questions ici. Je tâcherai simplement de rendre compte d'une manière simple de mon expérience du stigmate. N'attendez pas de réponse, le but est de réfléchir ensemble. Pas non plus de prétention à déployer toute mon expérience du stigmate ici puisqu'il m'a fallu choisir une entrée au détriment des autres. Enfin, 3e avertissement, pas de prétention à l'universalité. Mon expérience n'est que mon expérience, aussi fragile, subjective et singulière qu'elle puisse être. Elle n'a que la force de ses limites, pleinement assumées. En quelques mots, ma personne, mon bagage. J'ai une maladie neurodégénérative rare qui évolue lentement, depuis l'âge de mes 10 ans. J'en ai 30 à présent, et si je peux encore me dresser et faire quelques pas non sans effort et sans aide, je me déplace principalement en fauteuil maintenant. J'ai appris à marcher, à courir, à faire du vélo, à nager comme les autres enfants. Suprême marque de cette appartenance au monde insouciant de l'enfance, j'ai partagé les bêtises de mes congénères, de mes camarades, les claques des parents et plein d'autres souvenirs. Et puis, mon cerveau a commencé à oublier ses mouvements. Mes chemins sont devenus plus solitaires, plus tortueux. Mais surtout, je devais apprendre à les créer moi-même sous mes pas, personne ne les avait encore inventés. Je ne marcherai jamais plus dans des ornières déjà tracées, légitimées, et usées par le temps et la multitude. Pour le pire et pour le meilleur. Comment cette expérience de vie m'a-t-elle marquée, m'a-t-elle stigmatisée et construite au fil du temps et continué sans nul doute de le faire? Quel regard posé sur moi m'avait cabossé, creusé, ou au contraire rendu plus forte et autrement que les autres? À vrai dire, je n'en ai aucune idée étant donné que les seules baskets que je connaisse, ce sont les miennes. Mais il est vrai que je fais partie de ces gens qui auront toujours, par nature peut-être, mais aussi du fait de leur parcours de vie, cette position éminemment inconfortable d'être à la fois dedans et dehors, ou plus précisément à la marge de ces deux attitudes, sur cette ligne de crête sur laquelle la stabilité est toujours dangereusement précaire. Précarité dont souffrent tous ceux qui se reconnaissent dans cette posture.
Mais précarité qu'il faut néanmoins revendiquer avec fierté, car c'est toute la vie qui est engagée dans cette lutte permanente pour conserver son humanité. Je rejoins sans doute dans cette dernière phrase l'expérience d'autres auteurs de cet ouvrage sur le stigmate. Ma question est alors ici: qu'ai-je à apporter de spécifique de par ma situation autour du thème du stigmate? Je souhaite partager mon expérience dans ces lignes, montrer le même, mais montrer aussi en quoi il s'exprime différemment. J'ai donc fait le choix d'amener mon lecteur sur des sentiers un peu inattendus, éloignés de notre thème a priori. Celui de l'accès et de l'accessibilité comme partie essentielle du stigmate que j'ai pu vivre et que je ressens dans le handicap. Reprenons le thème général qui va motiver nos pas, celui du stigmate. Le stigmate à l'origine fait référence à ces marques psychosomatiques de certains personnages dans la religion catholique, qui font état des mêmes marques que celles que porte Jésus après la crucifixion. Métaphoriquement aujourd'hui, il se rapporte à une différence apparente ou pas, qui suscite surtout un regard différent sur l'individu qui en est porteur, un regard souvent dégradant même s'il n'a pas vocation à l'être toujours. C'est en quoi le thème du stigmate n'est pas nécessairement emprunt à l'origine du moins, de cette violence, de cette inertie du regard qui emprisonne, qui détériore, qui étouffe. Le stigmate est une marque, le témoin d'une expérience de vie qui peut fermer les possibles dans l'existence d'un individu autant qu'il peut les ouvrir. Ce n'est donc que dans un second temps que le stigmate prend une connotation très péjorative, ancrée dans la négativité. Le stigmate, à vrai dire, est quelque peu détourné de son sens premier. De la plaie, de la marque visible ou pas de la différence, le terme devient le foyer de la désignation de cette plaie, de cette marque visible. Il la désigne non sans engager affect et jugement au travers de ce regard distancié, de ce regard d'observateur. Le stigmate s'inscrit alors comme une puissance plus ou moins volontairement exercée sur l'autre souvent en vue de le réduire, même plus ou moins inconsciemment. L'homme va parfois même jusqu'à incorporer au corps de l'autre cette marque en l'imposant à celui qu'il catégorise comme différent, voire comme adversaire, comme placé dans une position d'infériorité puisque de fait une hiérarchie se trouve ainsi établie. C'est historiquement ce qui s'est passé dans l'Antiquité, et même après que le stigmate a pris cette tournure péjorative de ce qui marque l'infamie, l'infériorité par un signe ostensible. La marque au fer rouge chez les esclaves des Grecs anciens ou l'étoile jaune sur la poitrine des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette seconde visibilité de la différence ne fait pas que renforcer la première. Elle est une atteinte à la dignité de son porteur qu'elle humilie, rendant son attitude ou son existence même scandaleuse, qui ne peut que susciter un sentiment d'opprobre de façon plus ou moins masquée. L'idée un peu surprenante que je défends ici, c'est qu'une des marques essentielles du stigmate dans le handicap réside dans l'accès physique qu'ont les personnes en situation de handicap aux mêmes ressources que celles qui sont accessibles aux gens ordinaires. Il s'agit d'examiner le chemin que la réalité des lieux, et où le comportement des hommes contraignent à faire prendre aux personnes en situation de handicap. Cela se traduit souvent pour elles en termes de réduction des possibles et de la qualité de ces possibles par rapport à leurs congénères, voire d'impossibilité totale de l'accès. Ces traces d'un autre passage, différent de celui des autres membres de la société, marquent toujours, sans qu'on le voie bien souvent. Il faut réfléchir à ce caractère non anodin de l'accès trop souvent passé sous silence, car méconnu, et c'est le chemin que je vous propose d'emprunter ici. Quelle méthode choisir alors ? Quelles questions aborder ? Je m'attarderai sur quelques situations particulières que j'ai pu vivre récemment, et qui me paraissent illustrer et nourrir mon propos. Il fallait une unité de lieu pour faire émerger la chaîne de l'accès tout en choisissant plusieurs endroits différents, pour mettre justement en lumière les différences de pratique et les moments clés où peut jaillir ou pas une certaine violence invisible qui stigmatise. Je nage beaucoup, et je fréquente donc un certain nombre de piscines municipales. J'en ai choisi 3, qui sont des piscines parisiennes où la mairie de Paris a fait figurer le logo handicap. En m'attachant à un certain nombre d'items qui rendent pour moi l'accès plus ou moins marquant, j'essaierai de rendre visibles différents accès qui m'ont été proposés. Ces exemples ne prennent de dimension que dans l'échange permanent avec notre questionnement initial. Ils le servent en même temps qu'ils l'enrichissent. Dans chaque situation, qu'entend-on par avoir accès ? Quelle est alors la place de l'être humain ? À quel point doit-il être associé à la qualité de l'accès proposé ? Quelle est sa part de responsabilité, alors ?
Au vu des contraintes du problème, quel est l'essentiel à faire primer pour éviter le maximum de stigmatisation? Il m'a paru important de distinguer ce qui relevait d'un accès matériel et ce qui relevait d'une simple aide humaine dans le domaine de l'accès. Contrairement à des pays comme l'Allemagne, nous considérons en France qu'un ensemble est accessible à un fauteuil dès lors qu'il n'y a besoin d'aucune intervention humaine autre que celle de l'usager ou de celui qui l'accompagne, et que la technique pourvoit seule aux besoins. C'est une image très réductrice et qui n'est pas sans quelques prétentions illusoires, puisque le jour où la technologie est défaillante, l'accès devient impossible. Pire, cette idée imprègne tant les mentalités des professionnels qu'ils estiment qu'ils n'ont pas à prendre le relais, en dernière instance, dans ce genre de situation, ce qui les rend dépendants d'aléas qu'ils ne contrôlent pas. L'accès, ce n'est pas qu'une affaire de portes larges, de locaux, de plans inclinés. C'est aussi une affaire humaine d'accueil et d'équipe, et de ce qui se passe dans ce genre de situation. Ce sont donc les 3 moments clés que je vais décrire ici pour chaque établissement. Et les conséquences stigmatisantes ou pas pour l'individu en fauteuil qui en découlent. L'établissement par lequel je commencerai possède tous les avantages pratiques de l'accès, du moins théoriquement. L'équipe y est en revanche de manière générale, peu aimable. En cas de dysfonctionnement d'un des appareils électriques qui conditionnent l'accès au vestiaire, ascenseur ou au bassin, siège de mise à l'eau, je sais que le personnel ne m'aidera pas, ne nous apportera aucune aide. Pire, dans les situations où cela arrive, ce personnel fait tout pour dissuader également les gens qui nous aident à leur place. Je me tiens donc sur mes gardes lors de chaque passage. L'accès matériel est confortable. Après avoir pris l'ascenseur, j'arrive à un vestiaire isolé du reste du public. Une douche à l'extérieur de la cabine est disponible. Près du bassin, un appareil de mise à l'eau me permet l'accès dans le grand bassin, de l'autre côté de la ligne de surveillance des maîtres nageurs et à l'autre bord duquel sont données les leçons individuelles. Jamais je n'ai été autorisé à emprunter quelques mètres de cette ligne d'eau, alors qu'il m'est souvent arrivé de me sentir en quasi-danger quand de nombreux enfants sautent dans l'eau sans faire attention le mercredi après-midi. C'est souvent la proposition que me font spontanément les équipes d'autres piscines, et que j'accepte alors avec joie. Jamais non plus. Pour des raisons de sécurité très pusillanimes et malgré mes 50 kilos, les maîtres nageurs n'ont accepté de m'asseoir au bord de l'eau. Ils doivent pourtant me soulever pour me mettre dans ce siège, et c'est une pratique que je trouve véritablement stigmatisante, puisqu'avant d'entrer dans l'eau, ce fauteuil expose ceux qui l'utilisent pendant plusieurs minutes au regard de l'ensemble des personnes qui fréquentent la piscine. Les regards curieux, peut-être voyeurs, ne me touchent plus et ne m'ont jamais empêché d'aller nager. Je sais toujours toutefois qu'ils sont là, que tout mon corps se prête de force à leur regard. L'usage de ce siège est très rare dans d'autres piscines, l'équipe m'exemptant souvent d'elle-même, plus ou moins inconsciemment, d'une pratique aussi barbare. Je me souviens d'un jour où j'étais arrivé tout équipé au bord de l'eau avec de bons amis qui m'accompagnaient. Le maître nageur en service s'exclama « Il laisse passer les handicapés à l'accueil ». Le siège ne marchait pas. Il n'était même pas question que l'équipe porte la lourde charge de mon poids dans l'eau. Mes amis l'auraient fait sans problème, mais ce jour-là l'équipe nous l'a formellement interdit en invoquant la sécurité. Je suis retournée me changer au vestiaire, pleine d'une colère immense et silencieuse. La deuxième piscine que je présente ici proposait un certain nombre de paradoxes dans les éléments construits en vue de l'accueil des personnes en fauteuil. À vrai dire, on sentait combien l'envie de réaliser quelque chose en vue d'accueillir les personnes en fauteuil était sincère, mais pratiquement très insuffisant également. L'équipe était relativement chaleureuse. Le vestiaire n'était pas isolé du reste du public. La douche y était intégrée. En revanche, plusieurs contradictions apparaissaient. Une marche pour accéder à la cabine, des angles dans le vestiaire qui ne respectaient pas l'amplitude angulaire d'un fauteuil quand il doit tourner, un fauteuil mal conçu et rendu très dangereux par ses freins qui ne marchaient plus. Le fauteuil de mise à l'eau dont l'usage était indispensable étant donné la hauteur des parois du bassin, me terrorisait plus encore sans doute. Je n'arrivais jamais à m'en dégager ou à m'y remettre sans encombre. Devant mon désarroi, de sympathiques nageurs voisins tentaient d'apporter leur aide, certains en me tirant tous azimuts plus ou moins délicatement, d'autres en demandant de quoi j'avais besoin plus discrètement et en se rendant disponible. La piscine étant souvent très fréquentée,
Les maîtres nageurs avaient eu la présence d'esprit de me laisser nager dans la ligne de cours. C'était l'élément le plus important pour moi. Peu importaient les difficultés du vestiaire, de l'accès au bassin, j'étais venu pour nager, ce que je pouvais alors faire tranquillement pendant ma séance de natation. J'y étais donc retourné régulièrement jusqu'à une fermeture temporaire d'1 an pour rénovation. J'espère que cette rénovation va inclure une amélioration de l'accès aux personnes en fauteuil. Il y a un peu plus de 2 ans, j'ai eu l'occasion d'essayer une piscine dont je n'avais jusqu'alors jamais eu l'écho. Ce fut par hasard que je m'y rendis, contrarié par la fermeture pour motif de grève d'une autre piscine que je viens de présenter ici. Après avoir appelé l'accueil qui m'a confirmé l'accès possible, je m'y suis rendu en bus. Depuis ce jour-là, je n'ai plus navigué entre les écueils de diverses piscines. J'avais enfin trouvé un endroit qui m'accueillait, un lieu où j'étais bien et que j'étais réellement heureuse de fréquenter. L'équipement matériel était de loin le mieux pensé, ce qui prouve que l'accès aux personnes en situation de handicap ne s'improvise pas. La cabine de vestiaire était grande et comportait une douche. Il n'y avait pas d'accès particulier pour y entrer. Je n'étais donc pas en marge du reste du public. Une fois en maillot, une rampe d'accès me permettait de me rendre près du bassin. Là, les maîtres nageurs n'avaient pas attendu ma demande. Je nageais dans la ligne des leçons, ce qui me rassurait beaucoup. Moi dont les mouvements sont très lents et manque de coordination du fait du handicap, mais qui tiens pourtant à nager toute seule, loin des directives et des dépendances qui me sont plus que familières dans la vie quotidienne. Cette sécurité m'avait conforté dans la nage sans bouée, à laquelle je m'essayais avec plaisir à chaque séance. Des moments bénis, malgré le nombre, malgré la répétition, que je n'aurais pas pu réaliser dans un univers plus turbulent. Malgré la chaise de mise à l'eau vers laquelle je m'étais a priori dirigé les premières fois, l'équipe m'avait demandé ce que je préférais. La chaise ou les bras de 2 personnes me déposant au bord de l'eau. La réponse était évidente pour moi, mais la question valait d'avoir été posée, c'était une marque de tact. Pour savoir ce que moi, je voulais vraiment. La chaise était depuis toujours là, disponible, mais je ne l'avais plus utilisée. L'équipe de l'accueil et du personnel de service était tout aussi sympathique que celle des maîtres nageurs, cherchant toujours à m'aider dès qu'un problème surgissait. Je me sentais si bien qu'il me paraissait que je ne me rendais plus seulement à la piscine, pour combler ce besoin impénitent de nager. Je venais dans un univers à ma taille, fait pour moi, où je me sentais sans grande pompe, presque souhaité, en tout cas bien plus que simplement toléré. La piscine a dû fermer pour un incident technique, un jour où j'étais à l'eau. La fermeture durera plus d'1 an après expertise. J'ai donc repris mon petit baluchon, et je suis reparti dans l'exploration toujours risquée, de plusieurs piscines qu'aucune n'a réellement égalées, que ce soit sur le plan de la proximité, du matériel mis à ma disposition ou de la facilité d'accès. J'ai toutefois rencontré à cette occasion de nouveaux équipements, de nouvelles équipes, de nouveaux dysfonctionnements. Mais aussi de nouveaux beaux gestes parmi un grand nombre de comportements médiocres et qui m'ont touché. Ceux-là, je ne les oublie pas. La conclusion qui émerge de ces 3 types d'accès matériel est simple. L'accès doit être pensé dès le début d'une construction et ne peut être bien réalisé s'il est entrepris sur le tas, composé de multiples rafistolages et arrangements. C'est là toute la différence entre l'accès intégré et l'accès spécialisé. Et puis l'accès, quelles que soient les normes auxquelles il répond, doit avant tout mettre en avant la personne humaine qui en fait l'usage. Ce n'est pas parce que le matériel est neuf et très coûteux qu'il a légitimité à exister. Sur un plan humain, imaginez quelles marques peuvent laisser de tels univers. Accéder grâce à la médiation d'expédients de fortune ajoutés sur le tard, c'est se sentir en plus, jamais tout à fait à sa place. Ma présence en ces lieux peu adaptés peut se comparer à une sorte d'excroissance de bric-à-brac souvent mal ficelé. C'est le sentiment inconscient que me renvoient ces lieux. Mais être isolé du reste de la société ne serait-ce que par un étage, c'est pire. C'est tacitement être mis en quarantaine, loin d'une humanité qui est pourtant la vôtre. Il n'y a donc pas que l'accès et le nombre d'équipements proposés. Il y a la question de la qualité de l'accès, liée aux personnes et au respect dont elles font preuve envers la personne en situation de handicap. Le stigmate qu'un mauvais accès et ou un accueil distant ou indifférent, voire hostile, peut induire sur la personne handicapée est bien réel.
Ceux qui empruntent allègrement les locaux, douches ou vestiaires, ou même des places de parking où figure pourtant le logo handicap sur la porte, se rendent-ils compte de ce qu'ils font? À la remarque « mais il n'y a personne », je réponds invariablement et il n'y aura donc jamais personne. C'est passé avec cuistrerie sur le point central de tout accès, qui doit rester une disponibilité avant de devenir, ou pas, réel. Si les locaux, les places de parking réservées ne restent pas disponibles, les usagers en fauteuil ne s'y rendront pas. Ces locaux, ces places sont là, car des personnes n'ont pas accès aux autres emplacements. Quand elles se présentent, elles en ont besoin faute de pouvoir aller ailleurs. J'ai choisi ici le cas des piscines et donc de l'architecture pour montrer combien l'accès détourné, imposé, mal construit voire impossible dans le pire des cas peut stigmatiser, peut traumatiser. Une architecture dont l'accès est mal conçu, c'est pour moi une architecture qui repousse ma façon d'être, mes manières d'agir dans le monde, qui ne m'accepte pas telle que je suis et me somme de m'adapter ou de rebrousser chemin. Une architecture non accessible en est un cas extrême, c'est une architecture qui ne vous autorise pas l'accès, qu'on se le dise bien. Une architecture où rien n'a été pensé pour que vous veniez. En d'autres termes, une architecture où vous vous sentez persona non grata, comme n'ayant pas votre place. Il y a certes de la matière qui ne permet pas de tout réaliser. Il y a certes l'histoire d'une construction impensée en amont, ou tout simplement l'imprévisible d'une panne qui innocente dans l'immédiat les locataires valides du lieu en question, bien souvent désarmés devant cette inaptitude à recevoir leurs semblables, pourtant un peu différents. À chaque fois que je batte sans retraite après m'être heurté à un lieu inaccessible, non sans avoir soigneusement vérifié au préalable qu'aucun moyen d'accès n'était vraiment plus disponible, un immense sentiment de honte m'envahit. On a porté atteinte à ce que je suis, à la personne humaine qui attend du monde des hommes le même droit d'investir l'espace que les autres. Tout a l'air si évident, si normal, si déresponsabilisant. Et pourtant, chaque expérience laisse une marque toujours toute intérieure. Reste comme un sentiment profond d'échec pour moi quand je repars, mais surtout pour ceux autour de moi qui prennent part de façon plus ou moins directe à la situation, où c'est finalement jouer bien plus qu'un moment à la piscine ou bien plus qu'une séance de cinéma. On a joué avec la dignité humaine, la dignité même qui était mise à mal dans les situations qu'on tient maintenant à distance comme celle de l'apartheid ou de ghettoisation. Le logo handicap signalant l'accès d'un lieu aux personnes en fauteuil n'est-il pas, finalement, un des stigmates contemporains les plus évidents dans l'accès? Son absence ne signifie-t-elle pas au fond dans la plupart des lieux bien plus qu'une non-possibilité, bien souvent une quasi-interdiction? Loin du politiquement correct, où est alors la différence dans le ressenti de la personne qui en fait les frais? J'ai mes quartiers, différents en nombre et en qualité du reste de ceux de la société. Mais pourquoi me retirer cette marque d'appartenance à la même humanité? Parce que je suis en fauteuil. Comme j'ai tenté de l'exprimer, si la volonté humaine ne suffit pas toujours pour permettre un accès immédiat à un lieu, elle peut néanmoins racheter en grande partie la trace infiniment nocive qu'aurait pu laisser ce non-accès du lieu, en déployant son aide dans la mesure du possible, en prenant le temps de s'expliquer. Rien de pire qu'un désert de paroles et de dialogue quand on vous refuse un accès. Je dirais même plus, cette intervention humaine ne rehausse pas seulement un équilibre mis à mal. Elle rend à ce processus morbide du stigmate toute son humanité. Je salue au passage tous ceux, qui de près ou de loin ont œuvré dans cette direction. L'être humain n'arrive chronologiquement qu'après le dysfonctionnement des choses. Il peut choisir d'accentuer le processus engagé en préférant la sécurité ou d'autres éléments, mais il peut également inverser le tournant de cette négativité. Étrangement, d'une expérience qui s'annonçait mal a émergé une belle solidarité entre les êtres. Dans ces moments-là, ces personnes ont su transformer la boue en or. Cet or que je garde toujours précieusement dans ma mémoire, alors que la boue je la laisse se désagréger. J'aurais pu travailler sur une autre source du stigmate, en lien avec ma situation de handicap. L'expérience blessante n'est pas toujours là où l'on croit. Il est peut-être nécessaire d'exprimer ces blessures subies dans l'obscurité, et la légitimité du normal. Sans chercher à juger ou dénoncer, mais plutôt à pointer, à désigner, à aider l'autre à mieux redistribuer le quota de vigilance dont il est capable dans sa vie. Nombre de choses invisibles, de choses que nous construisons, que nous cautionnons tacitement, ou encore que nous regardons peuvent tour à tour meurtrir ou faire grandir dans le plus grand silence.
Tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons ou disons porte déjà la responsabilité de notre seule existence, et rien n'est sans conséquence surtout dans la mesure où il implique autrui. À des niveaux plus ou moins directs, pourrait-il d'ailleurs en être autrement ? Boxeur et intouchable. Sébastien Paillotte. Retranscription de l'entretien. SH, bonjour, l'idée est que tu t'exprimes sur ce que tu as vécu, ton expérience. Alors, est-ce que tu peux me retracer ta vie ? SP. Alors ma vie, à partir du moment où cela a été important, eh bien le changement c'est quand la médecine a mis un nom sur ce que j'avais comme maladie. J'ai une neurofibromatose. Ça, c'était en cours préparatoire. Jusqu'en CP en fait, ils ne savaient pas trop ce que j'avais. Après j'ai fait des tests médicaux pendant une semaine et c'est là, ils ont défini le nom de la maladie. Donc, nous avons été convoqués, et il a été diagnostiqué que j'avais en fait une neurofibromatose. C'est carrément le professeur qui nous avait convoqués mes parents et moi dans son bureau, qui nous avait expliqué. Enfin, il parlait à mes parents, et moi j'étais là, et donc j'ai écouté ce qu'il racontait à mes parents. Il ne m'a pas spécialement expliqué à moi, mais à mes parents, et bon, mes parents ne m'ont pas expliqué de quoi il en retournait. C'est plus l'expérience de ce qui après m'est arrivé, qui m'a appris vraiment ce que c'était que cette maladie. Jeune, j'étais plus inconscient. Pour moi, cela ne me parlait absolument pas. Il n'y avait absolument pas de danger, de choses particulières à ce moment-là. Pour moi, cela ne changeait rien du tout. C'était un mot sur quelque chose qui, moi, ne me gênait pas à l'époque. Du coup, pour moi, à ce moment-là, cela ne me perturbait alors pas du tout. Après cela, a commencé à être entre guillemets perturbant à l'école. À l'école, les problèmes de santé se sont accentués, du coup en fait, cela perturbait un petit peu ma scolarité. Et les profs en fait qui ne connaissaient pas la maladie, comme c'est une maladie orpheline, souvent ils me prenaient pour un mytho, malgré mes difficultés. Mes parents savaient que ce n'était pas des conneries. En tous les cas à l'école par rapport aux professeurs, moi, je le vivais comme ça. Ils disaient que j'exagérais, qu'ils n'avaient jamais vu un truc pareil, que je ne devais pas avoir si mal que ça. Ce genre de truc quoi. À partir du moment où j'ai vu le professeur, il a mis en place une batterie de médecins, de chirurgiens, d'orthopédistes, de chirurgiens pédiatriques. Enfin, plein de spécialités différentes pour réguler tous les petits problèmes qui allaient arriver avec la maladie. Au départ, on ne comprenait pas pourquoi il nous faisait voir autant de spécialistes et avec l'évolution, on a compris pourquoi effectivement il fallait anticiper à ce moment-là. Il n'y avait pas de traitement, c'était surveiller l'évolution, voir quelles opérations faire pour rectifier les positions, à quel moment opérer, ni trop tôt ni trop tard. Parce que par exemple pour les neurofibromes, c'est donc des fibromes qui se mettent sur les tissus nerveux. Il ne faut pas les enlever trop tôt parce que sinon ils repoussent rapidement. Si on attend trop longtemps après cela engendre des risques neurologiques, enfin. C'est ce genre de choses à vérifier régulièrement. Un des symptômes spécifiques à moi en fait, c'est que j'ai des hémorragies internes hyper importantes. Je peux perdre 4/5 litres de sang à cause des neurofibromes justement. Donc il faut enlever les neurofibromes, mais en même temps en enlevant les neurofibromes on risque de provoquer l'hémorragie. Donc, c'est pour ça en fait que c'est programmé. Celle-là, juillet 2013, on l'a programmée il y a 1 an. J'ai 38 ans. Tout confondu, je dois être à environ 30 opérations quelque chose comme ça. Quand j'étais petit, je tenais une comptabilité, mais plus maintenant, par exemple l'année dernière j'en ai eu une opération de programmée, et puis cela s'est mal passé donc j'en ai eu 3 autres. Après je ne compte plus quoi. Je sais qu'à chaque fois, cela peut être très compliqué. SH, est-ce que ça veut dire par exemple que tu as toujours été dans les mêmes lieux, est-ce que tu es suivi par le même staff médical ? Il y a eu des évolutions forcément, sur 38 ou 30 ans. SP, forcément oui. Tant qu'on est enfant, il y a un super suivi. C'est-à-dire qu'on a vraiment plein de spécialistes que l'on voit régulièrement. Et après passer, la vingtaine d'années, on est un peu livré à nous-mêmes. Globalement, on coordonne tout.
Et après cela dépend des gens qui sont organisés, moi je ne le suis pas du tout. Donc, entre 20 et 35 ans à peu près, j'ai absolument rien pris en charge, donc les opérations que j'avais, c'était des urgences. Un fibrome qui éclatait, des problèmes de hanche, j'ai eu 3 prothèses de hanche avec usure prématurée de la hanche parce qu'il n'y avait pas de suivi. Et à 35 ans, il m'est arrivé une hémorragie grave, j'ai fait un coma. J'ai rencontré un interne super sympa, et du coup il me posait des questions sur ma vie, en me demandant s'il y avait quelqu'un qui s'occupait de moi. Je lui ai dit que je n'avais pas d'équipe, qu'il n'y avait personne. Du coup c'est lui qui a tout remis en place, un jeune médecin étudiant qui dit « Bon, je vais te faire voir telle personne ». De là, une nouvelle coordination s'est faite avec cet interne. À 20 ans, je ne me projetais pas en fait. Et comme sur le moment cela allait bien, je ne voyais pas l'intérêt, même si c'est une maladie évolutive, j'étais à fond dans le sport, dans la boxe. C'est le seul truc qui avait du sens pour moi. Et encore aujourd'hui c'est la seule chose qui ait réellement un sens dans ma vie. Du coup je n'allais pas voir des ophtalmos, des dermatos, des orthopédistes, des neurochirurgiens. Et tous ces trucs-là. En écrivant pour ce témoignage, j'ai appris très récemment que la boxe n'était pas un sport recommandé par rapport à mes problèmes médicaux. Mais voilà, à 20 ans c'est le sport que j'ai choisi et sur lequel j'ai mis toute mon énergie. Je suis content de tout ce que j'ai pu faire au niveau de la boxe, de la savate. Mais en même temps je sais bien qu'une grosse partie de l'évolution de ma maladie est liée à ma suractivité par rapport à la boxe. Je reste aussi fidèle qu'à 20 ans au niveau de la boxe, même si je sais que cela peut avoir des effets négatifs. Mais par rapport aux effets positifs que j'en tire si je fais la balance, je préfère continuer dans l'intensité de la boxe, à frapper plutôt qu'arrêter la boxe et risquer de me centrer sur mon handicap. Je préfère me centrer sur la boxe. SH, ok. Et donc après du coup, là tu ne m'as parlé que du négatif entre guillemets, sauf que tu viens de me dire qu'avec la boxe, tu avais eu justement de gros bénéfices. Est-ce que tu peux me faire une balance entre les événements négatifs et positifs? SP. Le positif, c'est qu'effectivement j'ai pu croiser des personnes à la boxe, de tout ce que j'ai pu créer à l'intérieur même de cette activité, qui paradoxalement en fait, c'est un sport entre guillemets hyper viril et on ne voit pas de personnes handicapées se faire un nom à l'intérieur. Et pourtant j'y suis arrivée, j'ai pu passer mes diplômes de boxe anglaise et de boxe française, j'ai accompagné le haut niveau dans la boxe française, le niveau international, et j'ai créé la handibox au niveau de la fédération. SH, donc ça c'est le côté positif, ok. Est-ce que tu as des accidents directement en lien avec la boxe? SP, non. Des petits bobos comme tout le monde, qu'on peut se faire quand on fait du sport, mais à chaque fois en fait que j'ai eu des accidents, et essentiellement des accidents d'hémorragie, j'ai fait ça spontanément ou alors une chute chez moi ou à l'extérieur. Mais jamais, blessé au niveau de la boxe. Et puis j'ai rencontré aussi des gens qui passaient outre le regard en fait. Quand on parle de stigmatisation, à partir du moment où on monte sur le ring, face à un boxeur, schématiquement, on a son respect en fait, quelle que soit la personne qui va monter en face, et on est considéré comme un boxeur. C'est vraiment l'activité que j'ai trouvée excellente là-dessus. Quand on a le courage de monter sur un ring, on est d'abord vu comme un boxeur. C'est avoir le courage de suivre un entraînement de boxe, de mettre des gants avec les autres, sans forcément chercher à faire de la boxe professionnelle. Mais c'est d'être en opposition avec une autre personne quoi. SH. Et l'interne dont tu m'as parlé, depuis il est devenu médecin titulaire, c'est toujours le même qui te suit? SP, non. Parce que lui en fait ne me suivait pas, c'est quelqu'un dont j'ai des nouvelles de temps en temps, bon voilà, on a gardé contact, et puis on a des connaissances communes. Lui, il continue. Alors je ne sais pas s'il a fini ses études ou pas, mais je crois qu'il s'est spécialisé dans la chirurgie de la main. Donc, c'est vraiment au cours de ses études, la personne était intéressée entre guillemets par ma pathologie, voilà. Il m'a donné un coup de main, et cela m'a bien servi. SH. Et il avait quel discours par rapport à tes activités de loisirs ou plus de boxe par exemple? SP. Et bien comme tous les médecins cela le faisait rire, par rapport à mes activités en fait, il fallait que je mette un frein. Mais me connaissant d'un point de vue caractériel, il savait qu'il fallait mieux que je fasse de la boxe que l'arrêter en fait. Même s'il disait que ce n'était pas très sérieux de la faire,
Mais comme je sais que je ne peux pas t'empêcher et que cela t'apporte du bien plutôt que du négatif. SH. Et toi dans ta pratique de boxe, tu as dit que tu avais monté la handibox, on parlait du stigmate tout à l'heure, tu as donc justement ciblé des populations qui ne sont pas normalement sur les rings. Toi, tu as mis en valeur cette différence du coup ? SP. Eh bien en fait, c'est plus des challenges personnels en fait. Quand j'ai commencé la boxe par exemple au départ, les arts martiaux m'ont toujours fermé la porte en me disant « Non, ce n'est pas possible avec les problèmes que tu as et tout ». Et la boxe ne m'a pas fermé, elle m'a donné ma chance. Et du coup, comme ils m'ont donné ma chance, j'ai dit « Je vais leur prouver ce que je peux faire. » Ce que je pouvais faire à mon niveau, mais du coup j'ai gagné le respect des boxeurs et des entraîneurs. Ensuite, en fait, il n'existait pas d'entraîneur handicapé, et j'ai donc prouvé qu'on pouvait entraîner même en étant handicapé, et qu'il n'y avait pas besoin d'être champion du monde, d'être champion de France pour être entraîneur et réussir et tout ça. Et après je me suis lancé dans les diplômes pour être entraîneur, et après j'ai prouvé en fait que tout le monde pouvait boxer à sa manière en fait, que tout le monde pouvait tirer plaisir de la boxe, chacun à son niveau, et créer vraiment une dynamique, une cohésion à travers ce principe-là. Par contre, ce n'est pas un tremplin professionnel parce que c'est du bénévolat, et ça a mis plus de 10 ans pour que la fédération reconnaisse que c'était faisable. En gros, à Grenoble, cela faisait 18 ans que l'on faisait boxer des personnes handicapées, et la fédération de boxe française ne reconnaissait pas ça. Et avec les différentes lois sur le handicap, etc., il y a eu une évolution des mentalités, et après la fédération comme elle savait qu'à Grenoble on faisait ça, eh bien ils ont récupéré un petit peu notre travail et maintenant il y a une licence handibox, et on en est au 5e challenge national de handibox. Et là, on réunit à peu près 120 participants, handicap mentaux et moteurs. Avant la boxe, j'étais allé voir le kung-fu, aïkido, tous m'ont fermé la porte. Effectivement, le premier club qui m'a ouvert la porte, c'est la boxe. Effectivement, cela aurait pu être un autre club. Maintenant j'en connais plein des clubs et je sais qu'il y en a où ce sont des têtes de cons et qu'ils vont refuser certaines personnes. Il y a aussi un facteur chance ou opportunité, je ne sais pas comment dire ça. Je sais qu'au niveau judo, ils prenaient essentiellement les handicaps sensoriels, mais pas moteurs quand j'étais allé les voir. SH. D'accord, donc toi tu te sentais encore différent de ce point de vue-là, bon je ne suis encore pas dans la bonne case. SP. Oui, j'ai un handicap, mais je n'ai pas le bon rire. Après la difficulté sur les maladies orphelines, c'est qu'on est le cul entre deux chaises en fait. Moi, je n'ai jamais adhéré aux fédérations. On va dire handisport parce que pour moi je faisais d'abord du sport et après j'étais handicapée. Mais pas le contraire, pas handisport. Mes parents en fait, quand je voulais faire quelque chose, ils m'inscrivaient quand c'était possible dans un club. J'avais fait de l'escrime au départ, je n'avais pas de problème moteur quand j'étais tout petit. Ils sont allés voir le club d'escrime. Ils ne sont pas allés voir le club handisport même s'ils savaient que j'avais un handicap. Ils ne se sont pas posé la question, et du coup j'ai plus ou moins été élevée comme ça. Si j'ai envie de faire quelque chose, je vais dans un club du sport que je veux faire quoi. SH. Qu'en disent tes parents parce que maintenant tu as choisi le camp handicap là, non ? Tu en discutes avec tes parents ? Parce que c'est devenu un investissement professionnel pour toi ? SP. Sauf que je ne suis pas que dans le handicap parce que je m'occupe aussi de compétiteurs valides et handi. Je ne me définirai plus comme un entraîneur de la mixité en fait. Je fais en sorte que dans mon club, il y ait aussi bien des filles que des personnes handicapées que des garçons. Je ne veux pas spécialement développer l'handi. Mais pas spécialement non plus la boxe féminine parce que la boxe féminine aussi est stigmatisée. Les gens veulent faire de la boxe, ils viennent faire de la boxe. Je ne fais que du bénévolat, c'est-à-dire que je travaille toute la journée, et le soir je suis à la salle. Enfin, je suis professionnelle dans le sens où j'interviens dans des formations, où je suis payée. Sur la formation de moniteur le oui, sur la formation de la sensibilisation au public handicapé, sur ce genre de choses. Et là, je suis payée par la fédération, mais ce n'est pas un travail à plein temps quoi. La fédération ne me prend pas beaucoup de temps. Sur l'organisation du challenge cela fait 3 jours, et puis on a 4/5e jours de formation par an, je dois intervenir pour eux une dizaine de jours. Mais par contre après pour le club, c'est 5 à 6 jours par semaine.
J'y suis tout le temps en fait, sauf en ce moment évidemment, mais autrement oui, j'y suis tout le temps oui. SH. Et ton emploi, comment tu le définirais, c'est un boulot alimentaire? Parce que tu ne m'as pas du tout parlé de ta formation scolaire? SP. Pour le mois, le travail que je fais est alimentaire, c'est-à-dire que cela me permet de payer mon loyer, ma bouffe et compagnie. Mais je n'ai qu'une chose dans la tête, c'est aller dans ma salle de boxe. J'ai essayé au niveau du professionnel. Avant, j'étais vacataire pour le sport pour la fac, au niveau de l'APA, activité physique adaptée. J'ai fait cela pendant plusieurs années, mais pour tirer un salaire, c'est très difficile. En ce moment, je suis en train de voir comment mettre en place du travail à distance avec ma boîte, me libérer du temps, et à travers mon auto-entrepreneuriat de facturer plus des interventions auprès des écoles, en périscolaire, ce genre de choses. Sinon, je travaille dans la sécurité au travail, les risques professionnels, l'ergonomie en poste de travail, ce genre de choses, et l'accessibilité aussi dans les boîtes, pour rendre le travail accessible géographiquement, l'environnement avec les rampes, la largeur des portes, ce genre de choses. SH. Dans ton travail, tu as la valence handicap qui est très présente, ce n'est pas qu'alimentaire? SP. En fait, ce travail m'est venu dessus en fait par cliché. C'est-à-dire que normalement, c'était que la sécurité, étant donné que quand je vais bosser, je prends le fauteuil parce que du coup, je suis plus rapide et je suis moins fatigué à la fin de la journée. Du coup, quand ils avaient besoin de faire une étude d'accessibilité en fauteuil, ils me demandaient à moi. Ils m'ont utilisé. Rire. En fait, j'ai appris tout seul comment faire une étude d'accessibilité, il fallait que je la fasse dans mes missions. J'ai appris à la faire, et pour eux c'était de la plus-value parce que je pouvais leur dire « Là, la porte n'est pas adaptée pour une personne tétraplégique, la force qu'il faut donner pour ouvrir, c'est impossible avec la préhension qu'elle peut avoir. » J'étais en fauteuil et en plus, je connaissais les différents handicaps. Dans le cadre de mes compétences sportives dans le monde du handisport. Donc, au départ c'était on fait faire une étude d'accessibilité par une personne en fauteuil, du coup le CHSCT ne nous casse pas les pieds. Pratiquement c'était ça. Il y a de gens qui se disent spécialistes, ils prennent des grilles de cotation et ils vont sur le terrain, ils mettent des croix, etc. Ça, c'est à la portée de n'importe qui. Mais après en pratico-pratique, effectivement, moi quand j'ouvre une porte, etc., je vois les manipulations que cela demande en fauteuil et je peux leur dire « Eh bien écoutez, votre porte est assez large, mais cela demande quand même une manipulation du fauteuil qui est de la misère. On va revenir au stigmatisé, c'est bon, elle fait 90 de large, c'est la norme, mais elle n'aura pas cette notion de pratique que moi j'ai naturellement. » Quand ils vendent des études d'accessibilité, ils vendent effectivement le pratico-pratique, et en général l'étude d'accessibilité se fait. Dans un deuxième temps, souvent ce qui se passe. Ils me font d'intervenir à droite et à gauche, et les clients voient que je suis en fauteuil, cela permet de justifier entre guillemets leur étude. SH. Si tu envisages de ne pas rester, si tu le considères toujours comme un boulot alimentaire, cela veut bien dire que tu n'y gagnes pas autant de respect entre guillemets que sur le ring comme entraîneur de boxe? SP, tout à fait, là c'est vrai. Et je privilégie la boxe. Au niveau finance schématiquement, je préfère être payé pour donner des cours de boxe et gagner moins que je gagne maintenant, parce que je gagne assez bien, je n'ai pas à me plaindre. Mais à la limite, cela ne dérangerait pas d'être moins payé et de faire uniquement de la boxe. SH. Qu'est-ce qui aurait pu changer dans les éléments que tu aurais pu vivre comme étant négatifs à un moment donné et qui t'apparaissent plus positifs ou le contraire? Par exemple, ton boulot alimentaire là il est positif, mais il aurait pu être plus positif que ça. Est-ce que tu vois des choses sur lesquelles tu as changé radicalement ton regard quoi? SP. Je dirais que j'ai changé d'opinion justement sur les stigmatisations en fait. Entre guillemets, c'est facile de les condamner, par contre de savoir pourquoi elles sont là, et ce n'est pas aussi évident que dire « Bon et bien voilà, je juge une personne comme ça ». Ça, c'est facile de le dire. Après de savoir pourquoi on en arrive là. En lisant pas mal d'études et tout ça, je comprends que ce n'est pas aussi simple, c'est assez compliqué. Justement, j'avais lu un truc sur le virilisme par rapport à la boxe féminine, c'est assez complexe les jeux qui se jouent, et ce n'est pas aussi simple de bien le comprendre en fait. Là-dessus, je dirais que j'ai changé. Je peux comprendre certaines personnes qui stigmatisent.
Et il y a ceux qui stigmatisent en sens inverse qui parce que visiblement la personne a une différence, ils vont la mettre en avant, etc. Et ça, ce sont les plus détestables. Et aussi, le fait de jouer sur la stigmatisation justement, ce que je ne faisais pas avant justement et que je peux jouer maintenant pour surprendre. Eh bien par exemple, au tout départ, quand au niveau de la boxe, il y avait justement cette stigmatisation, un handicapé ne peut pas faire de la boxe, du coup les premières oppositions, la personne se disait « je vais y aller tout doucement, je vais faire attention, etc. » Moi je me servais de ce côté pour aller vite. Entretien interrompu par un soignant venu prendre sa tension. En boxe, dans ce sport d'opposition, les personnes qui boxaient contre moi en fauteuil n'osaient pas. Entre guillemets, elles se disaient « cela ne va pas aller vite, je ne risque rien, ou quoi que ce soit ». Du coup, sur le départ, j'utilisais ça pour pouvoir les surprendre justement. Après cela ne marchait plus, on se tapait dessus comme de la boxe amateur. Des fois, j'utilisais ce truc-là par rapport à des gens qui avaient des idées préconçues sur le potentiel de gens qu'ils ne connaissent pas sur l'idée qu'ils peuvent avoir des gens. SH, c'était pour les surprendre au début mais maintenant tu ne plus faire cela, car tu es connu comme le loup blanc. SP, exactement cela ne marche plus du tout ce truc-là. Et après quand je disais les stigmates, c'est un truc différent, c'est une partie de ma vie. Avec les stigmates, je voulais attirer l'attention ailleurs que sur le handicap avec des coupes de cheveux extravagantes, des tresses rouges avec des grosses dreads, etc. Utiliser la stigmatisation, mais pas la vraie en fait. J'en créais une pour que les gens se focalisent dessus. Je ne le fais plus du tout parce que au niveau du boulot, cela ne me gênait pas du tout mais j'en ai plus besoin en fait. Et je pense aussi qu'à travers la boxe j'ai pu me prouver des choses et prouver des choses aux autres gens. Et j'ai une reconnaissance qui fait que je n'en ai plus besoin. Je sais qui je suis, et je n'ai pas besoin d'aller attirer l'attention ailleurs. SH. Et tu ne m'as pas du tout parlé de tes parents ou de tes frères et sœurs si tu en as dans ce regard justement de prouver des choses à un moment donné aux uns ou aux autres. Ils sont intervenus comme dans ta vie ? SP. En fait dans ma famille on est très indépendants les uns des autres, j'ai 2 frères donc on était 3 et on était 3 garçons indépendants. Chacun sa vie, personne ne connaissait la vie des uns et des autres en fait. On se drivait chacun notre vie, mais même en étant petit on avait chacun notre chemin en fait. Mon grand frère était dans le vélo, mes parents le suivaient beaucoup en vélo, mon autre frère était souvent chez ses potes, et moi quand j'étais petit je ne faisais pas de boxe J'ai fait un peu d'escrime et un peu de volley à l'école. Mais on n'a absolument pas suivi les grands frères. Avec un de mes frères, on est assez loin donc on se voit rarement. Il prend des nouvelles quand il téléphone à ma mère, y a pas spécialement de soutien. Par contre, il respecte entre guillemets le parcours. Quand on en discute, le peu de fois où l'on se voit il respecte parce que voilà il sait que j'ai rencontré pas mal de monde dans le haut niveau, donc il y a quand même du respect. Et mon grand frère que je vois un peu plus souvent parce qu'il a des enfants et de temps en temps, je m'occupe des petits qui font du judo, et comme il sait que je suis à fond dans la boxe, du coup cela rapproche un petit peu de ce côté-là Avec une activité différente, mais on est à fond dans une activité sportive. On est vachement indépendants les uns des autres. Et voilà, je suis content de les voir quand je les vois, mais je survis C'est comme quand j'étais petit, j'avance et puis voilà Et ma mère, cela ne la surprend pas, parce que depuis que je suis petite elle m'appelle la vadrouille en fait. Pour elle, elle sait que c'est la boxe, elle me dit, tu es encore à la boxe, tu es encore partie à un week-end boxe, ou des choses comme ça. Elle sait très bien.
Je fais ce que j'ai envie de faire quoi. Elle n'est pas spécialement sportive, elle respecte ce que je fais. C'est-à-dire elle ne me dit pas, tu pourrais passer plus de temps avec ta famille, ou des trucs comme ça. Elle sait qu'il y a la boxe, c'est bien. SH. Et par rapport à ta situation professionnelle, tu la caractériserais comment? Elle va être changée? Elle n'est pas fragile parce que tu dis que tu as un boulot où tu es bien payé. Tout ça, ce n'est pas des discussions que tu as ni avec tes frères ni avec ta mère? SP, si avec ma mère j'en discute. Je lui dis qu'elle est en cours de mutation quoi. Pour l'instant je fais ça, mais j'essaie de trouver des solutions pour réduire mon temps professionnel et mon temps passionnel de le transformer en temps professionnel. Mais c'est très difficile. SH, ta mère travaille encore? Elle est en retraite? SP, ma mère est en retraite, elle faisait du ménage. Ma mère avait pour principe, fais en sorte d'être bien dans ce que tu fais, peu importe ce que tu gagnes. Le principal est de ne pas se prendre la tête quoi. Elle ne m'a jamais mis la pression pour l'école, pour le travail ou quoi que ce soit. Elle ne m'a vraiment jamais mis la pression. Ne fais jamais un truc que t'aimes pas. Fais un truc que t'aimes même si tu ne pourras pas gagner beaucoup, ou quoi que ce soit. Ça va si tu fais quelque chose dans lequel tu te sens bien, plutôt que tu te fasses chier. Cela ne m'a jamais mis de pression scolaire ou professionnelle. Oui, tout à fait oui. Je vois certains de mes collègues, les pressions que pouvaient mettre les parents sur l'école ou quoi que ce soit. Moi, là-dessus, je n'ai eu aucun souci quoi. SH, d'accord. Tu m'as parlé d'événements comme des ruptures. Quand tu as découvert au CP, après tu avais les opérations plus ou moins dans l'urgence, et maintenant quelque chose qui est un petit peu plus programmé. Tu vois d'autres événements dans ta vie qu'il serait intéressant d'évoquer? Soit de l'ordre de la rupture comme ça, ou alors de l'ordre de la continuité? Parce que tu as aussi de la continuité. Faire ce que tu aimes par exemple, c'est quelque chose qui parcourt ta vie tout le temps, on a l'impression en t'écoutant. SP, oui en fait la continuité c'est de toujours trouver en fait. Là par exemple, l'année dernière j'avais fait 24 heures en fauteuil. Et là au mois de mai, j'ai fait un 72 heures. Je suis allée courir pendant 72 heures, enfin moi, je le faisais en fauteuil 1. L'idée c'était ça, la continuité c'est de toujours trouver quelque chose quoi. C'est le fil conducteur, trouver quelque chose. Par exemple, j'ai fait du saut à l'élastique aussi, ce genre de choses. Toujours trouver quelque chose de nouveau. Je suis en train de réfléchir justement à la prochaine chose que je pourrais faire, et ce n'est pas évident, c'est dur à trouver. En fait, c'est dur de trouver des partenaires qui acceptent que je participe en fauteuil. SH. Tu sais ce que tu viens de me dire, cela me fait penser à deux choses en tant que sociologue du sport entre guillemets. Dans les années 70 quand les marathoniennes étaient obligées de s'habiller en hommes pour pouvoir courir, sinon, elles étaient interdites d'inscription. Et puis quand tu évoquais cela de toujours trouver quelque chose, j'ai fait une enquête il y a quelques années à propos d'experts corporels et il y avait un funambule qui est très connu des apostrophes ailleurs, qui a plein de records comme ça du monde, et qui cherchait toujours des nouveautés, un truc qui n'avait jamais été fait. Tu as un côté un peu artiste, non? SP. Je ne sais pas si c'est artiste, mais moi ce qui m'intéresse c'est justement que cela n'avait pas été fait. Après le chiffre, combien de kilomètres je fais et tout ça je m'en fous. C'est vraiment le truc où ça n'a pas été fait. Et puis après cela ne m'intéresse plus quoi. SH, donc tu n'es pas dans la logique du record quoi? SP, ah non non non, pas du tout, je suis dans l'objectif de dire je me mets un challenge. Par exemple, tiens je fais un 24 heures. Bon. Il y avait des gens autour de moi qui me disaient, tu es un fou, pour faire un 24 heures, il y a des gens qui se préparent pendant 1 an, toi tu vas le faire dans 2 mois là, qu'est-ce que tu vas faire? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.